raconte. Christophe Ondelatte. Une fois n'est pas coutume, je vais vous raconter aujourd'hui une affaire criminelle non élucidée. Une affaire de 1998, l'affaire Paquita Parra. Du nom d'une jeune fille de 30 ans que l'on retrouve carbonisée dans sa voiture le 3 décembre 1998 dans la vallée des Eaux-Vives, près d'Angoulême. On a cru à un moment, quelques semaines après le crime, avoir arrêté le coupable, mais il a été innocenté et la juge d'ailleurs qui l'avait mis en examen a été accusée de partialité et dessaisie du dossier d'enquête. Voici donc l'histoire de Paquita Parra que j'ai écrite avec Thomas Audouard. Réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. Je vous emmène un soir de décembre 1998 dans la vallée des Eaux Claires, à Puy-Moyen, près d'Angoulême, au bord d'une petite rivière dominée par une trentaine de gros rochers de près de 20 mètres de haut. Un spot d'escalade très connu dans la région. Un endroit absolument magnifique de jour, mais totalement sinistre de nuit. Et là, il est 3 heures du matin. Il fait nuit noire, personne n'habite le coin. On est en rase campagne. Et soudain, 2 phares percent la nuit, au loin. Une patrouille de gendarmes. 2 gendarmes de la brigade de la Couronne. Oh, dis donc! Qu'est-ce que c'est ça? Dans la lumière des phares, sur le bord de la route, au pied de la falaise, une voiture calcinée, encore fumante. Ils s'arrêtent, ils descendent. La voiture n'a pas fini de brûler, les roues sont encore rougeoyantes. Ils font le tour. Elle n'a pas l'air accidentée, cette voiture. Ben non. Non, elle est garée, quoi. Les 2 gendarmes préviennent leur brigade, qui elle-même appelle les pompiers. Et quand les pompiers arrivent sur place, ils déploient de gros projecteurs, ils éteignent complètement le feu, et les gendarmes de la brigade d'Angoulême entrent en action. Ils font d'abord le tour de la voiture. Oh, t'as vu, c'est une Fiat, hein, une Fiat Uno. Rouge. On voit la couleur, t'as vu? Les collègues avaient raison, il n'y a pas de choc, il n'y a pas de traces d'accident. Regarde les pneus, ils sont droits. Elle était garée, cette voiture. Et dis donc, regarde sur le siège. Sur le siège conducteur, un corps, carbonisé, la tête rejetée en arrière. Un homme, une femme, vu l'état du corps, difficile à dire. Les gendarmes entreprennent de le sortir, délicatement. C'est pas facile, le cadavre est collé au siège. Alors ils font sortir l'ensemble par l'arrière de la voiture. Direction la morgue de l'hôpital d'Angoulême. La plaque d'immatriculation n'a pas brûlé, et donc on a tout de suite le nom du propriétaire de la voiture. C'est une femme, Francesca Parra Palmero, 30 ans. Elle habite à Villebois-la-Valette, à 20 km. Les gendarmes tentent de l'appeler, plusieurs fois. Ça sonne dans le vide. Alors ils cherchent de la famille, ils trouvent un frère, José Parra. Ils l'appellent sur le champ. « Oui, monsieur Parra. Gendarmerie d'Angoulême à l'appareil. Voilà, on vient de découvrir la voiture de votre sœur, incendiée, aux Eaux Claires. Je dois vous dire qu'il y a un corps dans la voiture. Nous n'avons pas la certitude que ce soit elle, mais comme par ailleurs nous n'arrivons pas à la joindre, est-ce que vous savez où elle est? Vous pouvez vous-même la joindre? Paquita? Bah, si elle n'est pas chez elle, je sais pas où elle est. Paquita. C'est comme ça que tout le monde l'appelle. Mettez-vous à la place de la famille. Il garde un petit espoir que ce ne soit pas elle, mais comme elle ne répond pas au téléphone... Je vous le dis tout de suite, même si formellement il faut attendre le résultat de l'autopsie, les gendarmes considèrent d'entrée que c'est Francesca Parra. C'est Paquita qui est morte carbonisée au volant de sa voiture. Et tant qu'à mettre toutes les cartes sur la table, compte tenu du fait que la voiture est garée, ils pensent tout de suite que c'est un meurtre. Et maintenant, il faut des preuves.
Et donc une fois le corps retiré de la voiture, ils font venir des TIC, des techniciens en identification criminelle, les experts de la gendarmerie, qui font eux-mêmes venir un expert en automobile. Première constatation, le levier de vitesse de la Fiat Uno est au point mort. C'est cohérent avec le fait que la voiture soit stationnée. Le cadavre était côté conducteur, la porte est fermée. Mais elle n'est pas verrouillée. Autrement dit, si l'occupant avait voulu sortir, il aurait pu le faire. Les serrures n'ont pas été forcées. Ah, le siège conducteur est reculé au maximum. Je vous lis ce qui est écrit sur le rapport de l'expert. Et concernant l'origine du feu, vous avez trouvé quelque chose? Eh bien non. J'avoue que je ne m'explique pas à ce stade comment le feu a pu prendre. De leur côté, toujours en pleine nuit, les TIC passent l'intérieur de la Fiat Uno au crible. Ils ne trouvent aucune trace ADN. Avec le feu, c'est assez normal. Aucun impact de balle, parce que c'est une hypothèse. On tue la conductrice et on met le feu pour effacer les traces. Ça arrive souvent. Mais ils trouvent tout un tas de petits objets. Une boîte d'allumettes par terre, côté conducteur, au niveau des pédales. Un tube de quelque chose, pour l'instant on ne sait pas de quoi. Et sous le siège conducteur, une lame de cutter. Et surtout ce qui les intrigue, ça je ne vous en ai pas encore parlé, c'est le pare-brise. Le pare-brise n'est pas en place sur la voiture. Il est posé à côté, intact. Étrange. Cela dit, sur une Fiat Uno, c'est pas bien compliqué. Pour démonter un pare-brise, les joints ne sont pas collés, il suffit de faire pression sur le cadre pour le déchausser. Et d'ailleurs, sur la voiture, les points de levier sont bien visibles. Mais enfin, ça n'explique pas pourquoi quelqu'un aurait pris la peine de retirer le pare-brise avant de mettre le feu. Si ce n'est peut-être pour activer l'incendie. En tout cas, ça rend cette scène de crime un peu surréaliste. Il est 7 heures du matin, le jour n'est pas encore levé, les TIC ont terminé leur travail, la Fiat Uno est hissée sur une dépanneuse et emmenée. La route est rouverte à la circulation. Immédiatement, les gendarmes enchaînent. Ils vont chez la mère de Paquita récupérer un double de chez elle. Au passage, ils embarquent 2 de ses frères et ensemble, ils vont chez Paquita, à Villebois-la-Valette. La maison est parfaitement rangée. Rien ne témoigne d'un départ précipité. Apparemment, Paquita n'a pas dormi là et elle n'a pas non plus dîné là hier soir. Il manque son manteau et son sac à main. En revanche, son agenda est là, son passeport aussi, et les gendarmes trouvent une lettre de 15 pages écrite par son ex-petite amie. Ils la saisissent, bien sûr. Ils saisissent aussi des tests HIV, des tests du sida, ainsi que des relevés de compte et des photos d'elle. À ce stade, on ne sait pas formellement que le cadavre de la Fiat Uno est bien celui de Paquita Parra. On a de fortes raisons de le penser, mais on n'en est pas sûr à 100%. Est-ce que c'est pour ça que les gendarmes décident de montrer la vidéo de la Fiat Uno aux frères de Paquita? Sans doute. Mais quelle épreuve! Sur les images, les frères de la jeune femme voient le squelette de quelqu'un qui est sans doute leur sœur, même s'ils ne peuvent pas le jurer, évidemment. C'est le médecin légiste qui doit répondre à la question. Est-ce que c'est bien Paquita? Ce qu'on lui apporte en vérité, c'est un tronc. Tout le reste, les bras, la tête, les jambes, est à l'état de squelette. La première chose que fait le légiste, c'est de passer le corps entier à la radio. Comme ça, on sait d'entrée si la personne a pris une balle. Mais là, il n'y en a pas. En revanche, il y a ce que le légiste appelle un fracas osseux. Une bosse, quoi, sur le côté droit du crâne. C'est intéressant parce que ça peut être une trace de coup. On l'assomme, on la met dans la voiture et on y met le feu. Mais c'est peut-être aussi la conséquence de l'incendie. Comme toujours, le légiste réalise des prélèvements, des morceaux de foie, des morceaux de cœur et des morceaux de poumon. Il compte là-dessus pour connaître les raisons de la mort. Et il envoie ses prélèvements au labo, on saura dans quelques jours.
Et il fait une empreinte des dents du cadavre. Entre-temps, les gendarmes ont trouvé le dentiste de Paquita, il leur a fait passer sa dernière radio dentaire, et là on compare, et il n'y a plus aucun doute, il s'agit bien de Paquita Parra. Et on sait comment on a mis le feu à la voiture. Le labo vient d'envoyer les résultats des prélèvements réalisés sur le plancher de la voiture. C'est bon, c'est bien ce qu'on pensait. Ils ont trouvé des traces d'essence dans les prélèvements qu'on leur a envoyés. Donc c'est un incendie volontaire. Et donc c'est un meurtre. Pour répondre à la question, on compte beaucoup sur les résultats des analyses, sur les prélèvements réalisés par le légiste. Les premières analyses à tomber sont les analyses de son foie. On y a trouvé des traces d'antidépresseurs. Et ça, c'est très intéressant, parce que ça ouvre une autre piste qu'il ne faudrait pas totalement écarter d'emblée. Le suicide. Elle arrose elle-même sa voiture d'essence et elle met le feu pour en finir. C'est possible. Mais alors pourquoi le siège conducteur est-il reculé à fond? Paquita mesurait 1,57 m. Bien sûr, on peut envisager qu'avant de mettre fin à ses jours, pour se donner de l'air, pour se donner du courage, Paquita recule son fauteuil. Cela dit, on va fouiller chez elle. On ne trouve pas une seule boîte de médicaments antidépresseurs. Et pas une seule ordonnance. Et pas même la trace d'un rendez-vous avec un médecin, et encore moins avec un psychiatre. Les gendarmes interrogent ses 5 frères, sa mère et son ex-petite amie. Un suicide? Ah non, non. Pas Paquita, ça colle pas du tout. Elle allait plutôt bien. Je vois rien qui aurait pu l'amener à se suicider, rien. On se dit que peut-être elle a pu utiliser la lame du cutter qu'on a retrouvée sous le fauteuil passager pour se trancher les veines. On passe la lame au labo, pas de traces de sang. Et là-dessus tombent les analyses des poumons. Et ça referme définitivement l'hypothèse d'un suicide. Il n'y a pas de traces de carbone dans ses poumons. Il n'y a pas de suie. Ça veut dire qu'elle n'a pas respiré les fumées. Et ça veut dire qu'elle était déjà morte quand on l'a mis le feu. Ça n'est pas un suicide. C'est un meurtre. Maintenant, c'est sûr. Et c'est même un assassinat. Et d'ailleurs, le parquet d'Angoulême ouvre une information judiciaire pour assassinat. Alors maintenant, qui? Qui a tué Francesca Parra, dite Paquita, 30 ans, jolie, très jolie même, d'origine andalouse, unique fille d'une fratrie de 6 enfants, très proche de sa mère et de ses 5 frères, surtout depuis la mort de son père il y a 10 ans. Qui? Professionnellement, Paquita Parra travaillait au service des achats d'un hypermarché de la banlieue d'Angoulême. Elle gagnait 5 280 francs par mois. Traduire en euros d'aujourd'hui n'aurait aucun sens, tout a tellement augmenté en 20 ans. Elle vivait bien, pour résumer, au point d'ailleurs de s'être acheté cette maison à Villebois-la-Valette. Sentimentalement maintenant, Paquita était ce qu'on appelle une femme libre. Elle a enchaîné les histoires d'amour, elle butinait un peu de ci de là à la recherche de l'homme de sa vie. Et depuis 8 mois, elle fréquentait un collègue de travail. Les gendarmes commencent par reconstituer son emploi du temps le jeudi 3 décembre, au soir duquel on retrouve son cadavre calciné. Direction le supermarché où elle travaillait. Ah ben le jeudi 3, elle est venue travailler, normalement. Vous avez une idée de ses horaires ce jour-là? Bah elle est arrivée à 8h du matin, je dirais même 8h moins 10. Elle arrive souvent en avance. Et puis elle a quitté vers 5h, 5h15. Enfin c'est ses horaires normaux quoi. Un voisin de Villebois-la-Valette la voit devant chez elle un quart d'heure plus tard, à 17h30.
Et ça, c'est un peu étrange, parce que normalement, d'après ce que dit la famille, quand elle sort du travail, Paquita passe voir sa mère. Quasiment toujours. Mais pas ce jour-là. Quoi qu'il en soit, à 18h, elle passe voir son frère, Jean-Marie, à son garage. Il est mécanicien et il a la voiture de son petit ami en révision. Et enfin, à 18h15, elle se rend à la gendarmerie de Villebois-Lavalette, figurez-vous. Au mois d'août dernier, on lui a volé son chéquier. Elle a un rendez-vous avec un gendarme samedi prochain. Mais elle veut anticiper ce rendez-vous. Et ce que raconte le gendarme qui l'a reçu est très intéressant. Elle m'a dit, samedi, ça sera trop tard. Je veux vous parler ce soir. Mais moi, je lui ai dit qu'elle revienne dans 2 jours, comme c'était prévu. Et là, elle m'a dit un truc très étrange. Elle m'a dit, est-ce que vous pouvez me mettre sur écoute? Elle m'a dit que ça la rassurait. J'ai expliqué que c'était pas possible, qu'on mettait pas les gens sur écoute comme ça, et d'ailleurs rarement à leur demande. Je lui ai dit de revenir samedi, comme prévu, et qu'on verrait. Et donc elle est partie. Mais elle était nerveuse. Très intéressant. Quelques heures avant son assassinat, elle a peur de quelque chose, ou plutôt de quelqu'un. Et donc après, elle rentre chez elle vers 19h. Et ensuite, elle ressort, ce qui n'est pas dans ses habitudes. À quelle heure exactement, on ne sait pas. Ou, on ne le sait pas non plus. Et donc les gendarmes lancent un appel à témoins dans la presse régionale. Et un homme se manifeste. « Oh, je suis certain. J'ai vu sa voiture garée aux eaux claires. Je dirais vers les coups de 10h moins le quart. Et puis je suis repassé une demi-heure plus tard dans l'autre sens, donc vers 10h15. Et là, j'ai vu sa silhouette dans la voiture. Elle m'a vu aussi d'ailleurs. Elle a tourné la tête et a fait semblant de chercher quelque chose là dans son vide-poche. Elle était seule, j'en suis certain. Et donnait l'impression d'attendre quelqu'un. Paquita avait rendez-vous avec quelqu'un. Un deuxième témoin se manifeste, qui va permettre d'établir l'heure du crime. Il a vu des flammes au loin, ce soir-là. Et il était quelle heure? Oh, je dirais qu'il était 23h30. Donc, le crime a lieu entre 10h moins le quart, heure à laquelle le premier témoin la voit vivante dans la voiture, et 11h30, heure où le second témoin voit au loin la Fiat Uno qui brûle. Un laps de temps d'1h30. À part ça, pour l'instant, on en est réduit à des hypothèses. Est-ce qu'elle connaissait son assassin? Le fait qu'elle attende dans la voiture semble indiquer que oui. Est-ce qu'alors, quelqu'un la faisait chanter? Est-ce que ça a un rapport avec le vol de son sac à main et de son chéquier, il y a 4 mois? Ses proches, sa mère, ses frères, sa nièce, racontent en tout cas que depuis quelques mois, Paquita était tendue. Elle était inquiète. Elle sursautait au moindre coup de téléphone. Elle avait changé. Alors à cause du rendez-vous dans ce coin isolé et aussi à cause des nombreux tests HIV qu'on a retrouvés chez elle, les gendarmes se disent que peut-être elle se prostituait. Du coup, elle aurait pu être tuée par un client. Mais rien ne conduit sur cette piste. Et donc on finit par s'intéresser à sa vie sentimentale. Je vous l'ai dit, au moment de sa mort, Paquita a un copain, un collègue du supermarché. Ils étaient ensemble depuis 8 mois. Et franchement, depuis sa mort, il n'est pas très présent. La famille le trouve un peu distant. Alors les gendarmes vont le voir. Bon, vous savez, entre nous, c'était juste une relation comme ça, quoi. C'était pas le grand amour. On n'avait pas de projet. On se voyait, c'est tout. Le monsieur n'est pas très amoureux, mais ça n'en fait pas un assassin. Il est interrogé sur son emploi du temps du 3 décembre. Il dit qu'il a regardé un match de foot à la télé, c'était un match de Coupe d'Europe. On lui demande de raconter le match, il donne tous les détails. Son alibi a l'air solide. Mais les gendarmes le placent quand même sur écoute. Et un jour, ils entendent parler de Paquita à sa mère. « Oh celle-là, quelle salope !» Étrange manière de parler d'une morte avec laquelle on entretenait une relation sentimentale. Avant ça, Paquita est restée 4 ans avec un autre garçon.
un artiste peintre, du genre assez possessif, d'après ce que dit la famille. Oh, c'était chaud entre eux. Elle m'a raconté qu'il l'a frappé. Nous, on voulait plus le voir, en tout cas. C'était un sale type. A priori, Paquita a rompu avec lui en janvier 1998, 11 mois avant son assassinat. Mais en vérité, on s'aperçoit qu'ils ont continué à se voir. Des témoins racontent qu'ils les ont vus au restaurant et même dans un hôtel. Ils sont restés amants. Paquita, donc, menait une sorte de double vie, avec un régulier, son collègue de supermarché, et un amant, son ex. Les gendarmes pensent que c'est là, dans ce sac de nœuds, que se situe le mobile de crime. Chez Paquita, il retrouve un tableau peint par l'ex. Il le retourne. Au dos est inscrit un étrange message. Un poison pour un venin. Il perquisitionne son domicile, il trouve des tickets de caisse. Le jour du meurtre, vous entendez, le jour du meurtre, le monsieur a acheté des gants en latex et 3 bidons d'essence. Et puis vous vous souvenez du tube qu'on avait retrouvé dans la voiture incendiée? On ne savait pas ce que c'était. Eh bien d'après le labo, c'est de la gouache. Or l'ex est peintre. Quant à la lame de cutter, elle pourrait être aussi à lui, il s'en sert parfois comme d'un couteau pour étaler sa peinture. Tout à ce stade, tout nous oriente vers lui, vers l'ex. Et donc il est mis sur écoute. Et les gendarmes le gardent à l'œil, d'autant que la famille est absolument persuadée que c'est lui l'assassin. Et ils font travailler une profileuse. Bon, vous savez ce que je pense des profilers. À ce jour, sauf dans les films, je n'en ai jamais vu un seul résoudre une affaire criminelle. Mais à la fin des années 90, c'est à la mode. Et donc la profileuse travaille sur le profil de l'ex. Et elle en conclut, tenez-vous bien, que c'est un psychopathe. Un psychopathe? Il est peut-être temps de le placer en garde à vue. Alors, le psychopathe. Monsieur, qu'avez-vous fait le soir du meurtre de mademoiselle Parra? J'ai dîné au restaurant, avec un ami à moi. Quel restaurant? La Bonne Franquette, à La Couronne. Je peux même vous dire qu'on a été les derniers à partir du restaurant. La Bonne Franquette se trouve à 10 km des lieux du crime. Le patron du resto est interrogé. Ah oui, ils étaient chez moi. Et à quelle heure sont-ils partis? Oh, 10h30, je dirais. 10h30? Est-ce qu'il a le temps d'aller ensuite aux eaux claires et de commettre le crime? Oui. Et donc l'ex est mis en examen et écroué à Angoulême. A priori, l'enquête sur l'assassinat de Paquita est bouclée. L'assassin est en prison. Sauf que les parents de l'ex engagent un détective privé, Roger-Marc Moreau, un bon, qui démontre que, quand il quitte le restaurant, l'ex de Paquita rentre chez lui directement. Ce soir-là, il y avait un film à la télé avec Jerry Lewis. Il raconte le film en détail et notamment un gag qui survient 7 minutes après le début du film. Et puis son avocat s'étonne à juste titre qu'une profileuse ait pu établir que l'ex était psychopathe sans jamais l'avoir rencontré. Remarque assez fondée. Le profilage est une science extrêmement molle. Et donc petit à petit, le dossier d'accusation se vide. Et après 11 mois de prison, l'ex est libéré et sa mise en examen annulée. Mieux que ça, la juge d'instruction est considérée comme partiale. Et décision extrêmement rare, on lui retire le dossier. Dans cette enquête, tout est à refaire. Avec toujours comme pivot la vie sentimentale agitée de Paquita. Sauf que les années passent et on ne trouve rien. Mettez-vous à la place, une fois de plus, de sa maman, de ses 5 frères. On avait trouvé un coupable, on l'a innocenté, et depuis, rien. Pendant 12 ans, vous entendez? 12 ans, rien. Rien de neuf. Et assez logiquement, en octobre 2010, le parquet rend une ordonnance de non-lieu. Le dossier d'instruction est refermé. Il est rangé dans une boîte. La mort de Paquita restera
non résolue. En 2013, la famille participe à une émission de télé non élucidée sur France 2. Elle espère que ça va relancer l'enquête. Une seule personne se manifeste, un employé de banque qui vient dire que l'un de ses clients s'est accusé devant lui d'être l'assassin. Le problème, c'est qu'il est mort depuis. Et puis, dernier rebondissement, très récent, qui date de septembre 2017. Un professeur d'art plastique du lycée de Puy-Moyen envoie ses élèves en forêt, tout près de l'endroit où Paquita a été tuée, pour ramasser des objets insolites qu'ils devront ensuite utiliser dans une composition artistique. Et l'une des élèves trouve dans le bois une boîte en plastique rose. Elle l'ouvre. Dedans, il y a un chéquier du Crédit Agricole au nom de Francesca Para. Et une carte Auchan au même nom. Et une carte Conforama. Et une carte Club Dial. Et un pull de couleur verte. Elle se dit, c'est formidable. Voilà des objets très insolites pour ma composition artistique. Et donc elle les touche, elle les manipule, elle les utilise pour son projet scolaire. Et pendant 9 mois, elle garde la boîte chez elle. Et puis un jour, par curiosité, elle tape le nom de Francesca Para sur Internet. Et là, elle s'aperçoit qu'elle a été assassinée. Et donc, un peu penaude, elle va porter sa boîte rose aux gendarmes 9 mois plus tard. Est-ce que ça va permettre de relancer l'enquête? Pour l'instant, on n'en sait rien. Et je suis avec David Para, l'un des frères de Paquita Para. Vous lui en voulez pas trop à cette gamine d'avoir gardé cette boîte pendant 9 mois, innocemment en vérité? Non, je ne peux pas lui en vouloir. Déjà, c'est déjà totalement improbable qu'une telle boîte ait pu être retrouvée dans cet endroit. Cette boîte qui est tout de même le vecteur, du moins la clé, pour la rouverture de l'instruction qui était refermée depuis 2010. Refermée depuis 2010. Nous n'avons eu de cesse avec l'ensemble de la famille et notre avocate Maître Maz à faire des demandes d'actes, à continuer. Et là, vous avez une chance absolument inespérée d'obtenir la réouverture de l'instruction. D'ailleurs, est-ce que le procureur de la République a rouvert l'instruction? Absolument, absolument. L'instruction a été rouverte le 18 juillet 2018 avec saisie d'un juge d'instruction que nous avons rencontré. Au préalable, il y a eu un travail depuis 3 années par le procureur de la République, monsieur Jean-David Cavaillé, qui avait fait une enquête préliminaire avec... Donc il y avait, avant la découverte de la boîte rose, l'envie de relancer cette enquête de la part du procureur de la République. Alors oui, le procureur en poste avait une envie, et il a toujours l'envie réelle de... Ne me dites pas qu'il a été muté. Pas encore. Mais ça viendra. Encore. Je vais poser la question. Il tient d'ailleurs à avoir la manifestation de la vérité avant de partir. Il en a fait la promesse à ma mère, qui n'est plus toute jeune, pour connaître la vérité. Donc on y croit. De plus, les enquêtes préliminaires ont été faites et diligentées par la section de recherche suite aux témoignages de différentes émissions et chaque émission amène des témoins, en fait. Absolument, absolument. Alors, restons d'abord sur cette boîte rose. Parce que moi, je vais essayer de comprendre à quoi correspondent ces objets qu'on trouve à l'intérieur. Est-ce qu'il s'agit des objets qui avaient été volés au mois d'août 2008 à Paquita? Son sac à main avec son chéquier et donc ses cartes de crédit et ses cartes d'abonnement. Alors, on retrouve des éléments de cette boîte rose qui visiblement n'ont pas séjourné pendant 20 ans à l'endroit qui a été trouvé par les étudiants. Et dans cette boîte rose, qui est une boîte lambda, on retrouve effectivement des éléments qui apparaissaient dans le PV de plainte de votre sœur. De votre sœur en août 98. Donc le chéquier en question est le chéquier qui lui a été volé, pour lequel elle est convoquée à la gendarmerie le samedi suivant son meurtre, et qu'elle vient rendez-vous qu'elle essaye d'anticiper le jour de son meurtre. L'ennui, c'est que nous n'avons pas encore vu ces éléments. Ils nous ont été cités et par photographie. Donc vous ne savez pas encore si c'est le chéquier en question? C'est la couverture, c'est l'étui du chéquier. Mais le talon
à moins que les enquêteurs ne taisent cette information. En tout cas, je n'ai pas l'information d'un talon de Mais les chéquier. cartes de crédit, par exemple, enfin, les cartes de fidélité, d'abonnement qui sont citées, correspondent à ce qui était dans le sac à main de votre sœur, Absolument. volé au mois d'août Absolument. 98. Toutes les cartes de fidélité, il n'y avait pas de carte de crédit, il y avait juste l'étui de carte de crédit, mais en tout cas les cartes de fidélité Sont là. sont là, avec le nom mentionné, donc c'est au nom de Parapakita. Vous êtes certain, disiez-vous, que cette boîte n'a pas pu rester là pendant 20 ans. Elle n'a pas été mise à l'époque et retrouvée 17 ans plus tard ou 19 ans plus tard. Non, parce que l'état de ces éléments et la façon dont ils ont été trouvés, du moins cette boîte et ces pulls, étaient à demi dissimulés, en fait, sous des branchages. Et c'est quand même si on est sur une partie rurale non loin, hein, à peine 2 kilomètres du lieu de découverte du corps cadavre de votre sœur. de notre sœur, il y a quand même un chemin de randonnée où il y a beaucoup de randonnées, des pompiers qui s'entraînent, des chasseurs. On Donc, l'aurait trouvé. on l'aurait trouvé. C'était vraiment pas en plein milieu d'un bois. D'où la question et l'énigme. Comment se trouve-t-elle là? L'énigme. Pourquoi l'avoir déposée là si ça avait été le criminel? Pourquoi ne l'a-t-il pas carbonisé? Pourquoi Bah, il pourquoi il ne l'a fait pas disparaître? détruite? Si c'est l'assassin qui vient poser cette boîte-là, pourquoi ne la détruit-il pas? C'est totalement incohérent. Ou alors il vient provoquer l'enquête, ce qui serait le signe d'une certaine perversité. Oui, à ce stade, on l'évoque hein, avec notre conseil, avec Maître Maz, et des questions sont posées auprès de Monsieur le juge. La perversité, pourquoi pas? Moi, je verrais davantage une précipitation de faire poser ces éléments-là, de manière à ce qu'ils soient relayés à quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il y a une hypothèse où c'est votre sœur elle-même, il y a 20 ans, qui dépose cette boîte-là? Parce qu'il y a, j'en ai pas parlé dans mon récit, mais les gendarmes soupçonnaient que votre sœur avait elle-même utilisé les chèques volés pour acheter de l'essence dans une station-service. Donc il n'était pas complètement acquis dans l'idée des gendarmes que votre sœur s'était fait voler son sac à main. Elle avait porté plainte, mais il n'était pas certain qu'elle n'avait pas menti. Donc est-ce qu'elle ne va pas là, elle-même, poser la boîte il y a 19 ans, et ensuite elle est assassinée? Eh bien, dans cette boîte, à ce jour, je ne sais pas s'il y a les talons de chèque. Avec le recul, 20 ans après, si elle a été convoquée à ce moment-là par la brigade locale de gendarmerie, c'est qu'il y avait une enquête pour escroquerie. Oui, Il pensait à une escroquerie. Voilà, il pensait à une escroquerie, c'est-à-dire qu'un chèque déclaré volé avec le numéro d'immatriculation de son véhicule, voilà, il faut être formel et factuel, ça peut paraître une escroquerie. Aujourd'hui, moi, et avec le recul, je ne peux pas savoir si c'est elle ou pas. Je suppose évidemment que pendant 20 ans, vous et votre famille avez eu le temps de tirer des plans sur la comète et de vous faire une idée du scénario de l'assassinat de votre sœur. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous, David Parra? Alors, selon moi, après 20 ans, on a pu se rendre compte que le dossier avait été compliqué par les nombreux dysfonctionnements qui font qu'on est parti sur des hypothèses, ou du moins les enquêteurs sont partis sur des hypothèses, je ne dirais pas farfelues, mais très... Vous parlez de la désignation de l'ex-petite amie de votre sœur en tant que psychopathe par un profiler. C'est ça qui vous paraît farfelu? Eh bien, c'est la procédure. Bon, la procédure, lorsqu'un profileur, un psychocriminologue intervient directement auprès d'une gendarmerie, auprès des enquêteurs pendant que la personne est en garde à vue, il est évident qu'on est face à un dysfonctionnement grave qui fait que ça fait capoter une garde à vue qui était très importante. C'est-à-dire que vous, aujourd'hui, 20 ans après, soyons clairs, vous pensez que c'était lui? Je ne pense pas, parce que je n'en ai pas le statut. Vous n'avez pas le droit. Je n'ai pas le droit. Mais comme j'ai pris la précaution de ne pas donner son prénom, ça vous laisse un petit peu de latitude. Absolument. Il ne peut pas y avoir de diffamation à son égard puisque nous ne l'avons pas désigné. C'est un de ses ex-petits amis. Vous pensez que c'est lui? Je pense qu'il est impliqué dans ce meurtre. Il est impliqué directement ou indirectement. En tout cas, il est impliqué. Mais il n'est pas le seul impliqué. Vous pensez qu'ils sont plusieurs? Je pense qu'ils sont plusieurs. Je vous dis cela parce que, à la lecture du dossier progressivement, jusqu'en 2010, au niveau des pièces, on a une façon de lire. Et un dossier criminel, c'est assez compliqué à lire. D'autant plus lorsque c'est votre sœur qui est la victime. 20 ans après, vous avez plus de recul et plus de distance. Et un peu plus de réalisme quant à
à ce qu'on peut qualifier de faits divers. Peut-être est-ce un accident maquillé en suicide ensuite, plutôt que de partir directement sur un assassinat. Sur un assassinat, avec également, puisque c'est une procédure, je l'avais déjà évoqué précédemment, sur le fameux barbecue, faire brûler une personne dans un véhicule, ce sont des pratiques courantes dans le milieu. Dans le milieu, un peu plus vers le sud de la France, on va dire, qu'en Charente, qui est un pays, qui est un département un peu plus calme. Donc, on a l'impression d'une empreinte de problèmes de stupéfiants, de crimes de stupéfiants. Ça ressemble à ce au règlement de compte dans ce milieu-là. Revenons à l'ex, petit ami de votre sœur, dont vous pensez toute la famille que probablement il est impliqué dans son assassinat, malgré le non-lieu qui a été prononcé à son encontre à l'issue de ce dérapage de l'enquête, disons les choses comme ça, l'emploi de cette profileuse qui le désigne comme psychopathe sans jamais l'avoir vu, ce qui paraît complètement saugrenu. Cette femme a probablement nui énormément à cette enquête. Il a un alibi, ce monsieur. Il dit « Je suis rentré chez moi à 10h15, 10h30, et d'ailleurs j'ai la preuve, j'ai vu à la télé un film avec Jerry Lewis, et je peux vous le raconter, y compris un gag qui se déroule 7 minutes après le début. » Comment est-ce que vous recevez ça, vous ? À l'époque, avec un peu de sourire. Aujourd'hui, en relisant ses auditions, l'audition de son témoin, parce qu'il avait des témoins. Il produit un témoin. Il produit un témoin. Sauf qu'en regardant très bien le dossier, et encore une fois, une lecture d'un dossier, ça se fait, mais de façon très concentrée, et surtout ne pas louper le fil. Sauf que cette scène dont il parle, il y avait bien un film de Jerry Lewis, mais cette scène n'apparaît pas dans ce film. Elle n'apparaît pas au bout de 7 minutes, comme on le raconte. Absolument pas. Donc, pour aller jusqu'aux eaux claires, ça paraît très difficile, mais il a un trou dans son alibi, lequel il ne peut pas dire ce qu'il a fait lorsqu'il est rentré chez lui. Entre 10h15, 10h30, sa sortie du restaurant, 10h15, et la découverte du corps, 3h du matin, vous pensez qu'il a eu le temps d'aller sur place et ensuite de rentrer chez lui ? Non. Non. Pour moi, et ça n'engage que moi, il a un trou d'une demi-heure qui est nettement plus tôt dans son emploi du temps. Et ensuite, il n'a pas pu matériellement et manuellement, connaissant le personnage, avoir pu orchestrer cela seul, c'est-à-dire la mise à feu du véhicule. Donc il la tue et c'est quelqu'un d'autre qui brûle la voiture. C'est comme ça que vous voyez les choses. Je vois les choses, que ce soit lui ou un autre, et les protagonistes auxquels nous pensons sont dans le dossier, sont nommés dans le dossier. Et c'est sur ce point-là qu'aujourd'hui, la section de recherche au Poitiers, les enquêteurs investiguent. Le passage de votre sœur l'après-midi, en fin d'après-midi, 18h15, à la gendarmerie. Étonnante revendication d'être entendue 2 jours avant le rendez-vous qui lui est fixé le samedi suivant. Et étonnante demande quand elle dit « Je voudrais que vous me mettiez sur écoute ». Comment est-ce que vous comprenez cette demande de votre sœur ? Elle a peur ? Elle a peur. Au départ, elle a peur. Le gendarme qui la reçoit va dire qu'elle était souriante, qu'elle n'avait pas l'air apeurée. Cela dit, c'est son audition, dont je n'en remets pas en cause. Mais il y a une précision, c'est qu'elle vient à la gendarmerie à 18h15, mais elle était déjà venue le 29. Donc, c'est-à-dire 2 fois avant le rendez-vous officiel qui était prévu le 5. C'est la deuxième fois qu'elle essaye de devancer ce rendez-vous. C'est-à-dire que la deuxième fois, elle insiste un peu plus. Et c'est là où elle va citer... Elle va demander à être entendue. Elle ne va pas dire, c'est bien écrit dans l'audition, qu'elle veut être mise sur écoute. Elle a posé la question à l'officier de gendarmerie, comment fait-on pour mettre quelqu'un sur écoute comme l'affaire Carole Bouquet ? Oui. Donc, ce n'est plus la même chose. Elle ne veut pas dire, on pourrait demander qu'elle soit mise à l'écoute, mise sur écoute, mais en tout cas, mais comment faire pour mettre quelqu'un sur écoute ? C'est-à-dire qu'elle demanderait plutôt que l'on place quelqu'un sur écoute. C'est ainsi que je l'ai analysé à la lecture de l'audition du dossier. Et pour vous, c'est son ex-petite amie qu'elle demande à mettre sur écoute ce soir-là. C'est comme ça que vous entendez les choses. Lui et d'autres. Lui et d'autres. Pourquoi est-ce qu'elle ne le dénonce pas, ce soir-là ? Pourquoi elle ne dit pas « Je suis harcelé par mon ex-petite amie que je soupçonne de m'avoir piqué mon chéquier et mon sac à main Est-ce que vous ne pourriez pas vous intéresser à lui ? Parce que en ce moment, il me relance. Il me harcèle. Pour moi, aujourd'hui, parce que encore une fois, hein, je l'ai lu cote par cote, le dossier, il est assez lourd et long. Je ne suis pas sûr, je suis loin d'être sûr que ce soit le problème des chéquiers
qui soit à l'origine de son décès. Vous avez bougé là-dessus, hein, parce que la famille semblait dire, il y a quelques années, que ce problème de chéquier était à l'origine de tout. Quand on lit, encore une fois, le dossier, elle allait mal pendant l'été avant sa mort. Elle a passé un été où, mon frère l'avait très bien dit, même ma nièce, elle sursautait. Elle a ce vol de sac, fin août, et ensuite, donc, elle a cette convocation, et elle se déplace à la gendarmerie. Alors, certes, c'est dans le temps, puisque ça arrive le 3 décembre où elle y va, pour un problème, le motif de convocation, ce sont les chéquiers. Donc, de suite, on est polarisé sur les chéquiers, mais les montants sont totalement anodins. Combien ? En francs, je suis désolé, parce que là, 160 francs, 375 francs, donc effectivement pour un plein d'essence, puisque c'était une station. 40 € et moins de 40, beaucoup moins de 40 €. Voilà, donc ce qui est le plus important, et aujourd'hui, ça ne nous a pas sauté aux yeux, parce qu'on n'est pas non plus des professionnels d'analyse de crime, mais c'est qu'elle voulait être, du moins, soit elle mise sur écoute, ou soit que quelqu'un soit mis sur écoute. Et alors, bon, elle n'était pas farfelue, ma sœur parlait de Carole Bouquet. Enfin, bon, donc ça veut dire que c'était pas forcément que pour une personne. Donc le problème... Ça veut dire que quelqu'un l'a menacée. Elle était menacée. Elle était menacée ou elle voulait régler ses comptes, parce qu'elle l'avait bien dit dans son audition qu'elle voulait régler le problème avant samedi. Quelles sont les probabilités, David Parra, qu'on retrouve 20 ans après l'assassin de votre sœur, selon vous ? Alors nous comptons sur ces objets trouvés, qui ont certes servi à la réouverture de l'information judiciaire. Nous comptons et nous faisons confiance, on n'a jamais baissé les bras, mais là, avec toutes les investigations qui sont faites, et les enquêteurs m'ont-ils dit, beaucoup de pouvoir aujourd'hui pour investiguer, avec le logiciel notamment Anacrime, qui est un logiciel très important. Donc tout le dossier d'enquête a été rentré dans Anacrime, qui est le logiciel qui aujourd'hui permet de résoudre beaucoup d'enquêtes, parce que il retrouve des correspondances que le cerveau humain ne trouve pas toujours, quoi. Mais oui, parce qu'en fait, un dossier criminel, pour qu'il soit passé par Anacrime, il faut qu'il soit totalement numérisé. Et heureusement, ce travail a été fait en amont, dans l'enquête préliminaire. Et aujourd'hui, cette rouverture d'informations permet de pouvoir utiliser ce logiciel, et surtout, pourquoi pas aller vers rapidement des gardes à vue. C'est ce que nous attendons. Des confrontations, ça ne saurait tarder. En ce sens, on à votre connaissance, il y a quelqu'un dans le viseur actuellement de l'enquête préliminaire de gendarmerie? Il y a plusieurs personnes dans le viseur. Et on est dans l'entourage proche de Paquita, enfin proche, je dis, dans ses relations. Merci beaucoup, David Parra, d'être venu à ce micro. J'espère que cette émission, comme les autres qui ont précédé et celles qui suivront, permettront aussi de faire avancer l'enquête. Pourquoi pas? Tenez-nous au courant si ça bouge. Je vous remercie beaucoup, monsieur Delattre. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.